n'avais اوكي pas. اوكي اوكي اوكي. Merci, monsieur. Je le fais maintenant بعد ما نقدرش نعاود. Merci, Je peux monsieur. pas Merci, c'est refaire, gentil. désolé hein. Merci. Voilà, donc ce que j'ai dit يعني ما قلتش بحاجة كبيرة هذا من بدينا. Donc ce que j'ai dit c'est que le delta T هذا qu'on a vu la dernière fois est appelé le normal move out. Donc normal move out c'est l'appellation du delta T en langue anglaise. Pourquoi? Parce que ce sont les Anglais qui ont développé ce genre de méthode et qui continuent à le développer aussi. Et on a vu aussi que le delta T est calculé à partir de deux stations. Donc une station qui est mise juste à côté de l'émetteur, voilà. Donc ce qu'on appelle l'offset, donc on offset, donc juste à côté. Et l'autre station qui est un petit peu plus loin. Donc à partir de là, on calcule un delta T. Donc à chaque fois qu'une station progresse en distance, le delta T aussi va varier en fonction bien sûr de la distance émetteur euh, récepteur. Ici, le récepteur, c'est le géophone ou l'hydrophone dans le domaine de la sismique réflexion marine. Autre chose, c'est que le plus important aussi, c'est que le delta T هنا كما كتشوفوه il est en fonction de x, il est en fonction de 2 fois v au carré, donc c'est-à-dire x au carré. Donc il est en fonction de v au 2 fois v au carré. واش معناتها x au carré معناتها كي تشوفوا une formule هكذا من عندكم delta t en fonction de x au carré معناتها il varie delta t varie d'une manière considérable en fonction de x. Donc même si on change le x, même si on bouge le x d'une distance assez limite, donc le x carré fait que le delta t varie d'une façon remarquable. Donc c'est ça, il faut faire attention à ça aussi. Euh, Autre chose, c'est que lorsque vous voyez cette formule, vous voyez que delta t est égal à x carré sur 2 fois v au carré sur t0. Donc vous vous dites que le delta t est en fonction de x carré et v. Ben non. Le v ici, on a supposé le conjecture de Namalul. Si vous voyez un petit peu ce qu'on a vu la dernière ou au cours des derniers cours, on a supposé que V est lié à un milieu homogène isotrope. Donc V ici est une constante. Donc delta T et T0 bien sûr qui est égal à 2H sur V. Donc le H aussi est une constante, donc ne change pas. Donc vous avez un H qui ne change pas. Vous avez une strate qui a la même largeur ou une croûte qui a la même épaisseur ou largeur partout. Et c'est une courte homogène isotrope, donc il y a la même vitesse partout. Donc ici, ici le delta t, pour ce genre de cas, ou sur ce genre de cas, donc delta t varie essentiellement en fonction de la distance émetteur et récepteur. Voilà, et récepteur. Donc il varie en fonction de l'émission, de la distance émetteur-récepteur ou émetteur-géophone. On vous dit ici aussi, on a vu la dernière fois qu'on pratique, on calcule automatiquement V en utilisant plusieurs offsets X et NMO. C'est-à-dire que là, on est dans le problème inverse. Donc là, c'est le théorie. Là, c'est de la théorie. Donc TH. Là, c'est en théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On calcule V à partir de plusieurs offsets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit plusieurs géophones. Plusieurs géophones. On, on détermine à partir des géophones les temps d'arrivée des ondes, qui marchent la dernière fois, et les temps d'arrivée des ondes, donc la différence des temps d'arrivée, par exemple, entre T2 et T1, ça fait delta T. T0, on l'a à partir du graphe, donc qui est égal à 2H sur V, mais en pratique, le T0 est calculé, en pratique, qui marche la dernière fois, il est calculé, je crois que c'est en théorie, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en théorie, mais en pratique, T0, je vais le reprendre, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc il est calculé en obtenant un temps d'arrivée pour la station la plus proche, la station la plus proche de l'émetteur. Je parle d'émetteur d'une manière générale, mais
L'émetteur, ça peut être un vibro-size comme ça peut être de la dynamite. Donc pour la station qui est la plus proche de l'émetteur, on calcule un T. Vous voyez que en prospection sismique, en sismique réflexion, même en sismique réflexion, on calcule des temps d'arrivée d'onde qui marchent donc T0, il est calculé si je place en supposant que je place un géophone ou un récepteur le plus près possible de l'émetteur, donc je calcule T0. Delta T, il est obtenu en faisant varier les distances de sources géophones et en calculant le delta T. Et à partir de là, je calcule, donc je connais les distances entre les sources géophones, donc ça, je maîtrise aussi, et je calcule la vitesse de ma couche. Donc là, ça, c'est pour un milieu, pour l'un des cas les plus simples, donc un milieu homogène isotrope où vous avez une épaisseur H de la croûte ou de la couche, ou de la strate qui est, ou de la couche léthologique ou de la strate qui ne varie pas. Donc là, on peut calculer à partir de cette formule, on a vu la vitesse V. Alors, donc on le calcule automatiquement. Là, j'en automatiquement parce que lors de l'exercice d'exploration, lors des travaux de terrain, donc les temps d'arrivée sont pointés automatiquement. Donc automatiquement, on pointe les temps d'arrivée, on connaît les distances de par le positionnement GPS, on connaît les distances entre source et émetteur et automatiquement on calcule. Donc le programme calcule automatiquement la vitesse V. Voilà pour le cas le plus simple. Là, ce deuxième cas, là, on a plusieurs couches tabulaires. Donc ça, c'est un cas un petit peu plus compliqué. Oh, pardon. J'espère que vous arrivez à voir les jeunes. Très bien. Si vous arrivez à voir, si vous n'arrivez pas à voir la diapo, vous me le dites, hein. Donc ici, pour ce cas, donc là, on n'utilise pas, là, on suppose qu'on est sur un multicouche. Donc c'est un cas qui est le plus proche de la réalité. Donc vous avez, dans ce cas, je vais la noter ici. Donc dans ce cas, vous avez plusieurs couches horizontales. Voilà, horizontales. Donc vous pouvez appeler ça strates. Donc les strates horizontales. On a une stratification horizontale. Généralement, la stratification horizontale, elle est observée où, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, généralement, ce genre de stratification est. Ben, je ne dépend d'un. Donc, ce genre de stratification est généralement sur les bassins sédimentaires. Donc, sur les bassins sédimentaires, vous avez généralement ce genre de strates. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'à partir de la méthode des moines carrés, la vitesse moyenne associée à un niveau litologique est donnée par. Donc, tout simplement, c'est que pour un milieu Hagda complexe, où vous avez plusieurs strates, mais donc plusieurs strates avec des vitesses différentes. Vous voyez ici V1, V2, V3, Vn-1 V1. Donc, c'est des couches superposées l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est des couches superposées l'une par rapport à l'autre. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va utiliser exactement les mêmes procédés. Donc, on vous demande pas c'est des choses compliquées, donc on vous demande pas de développer des théories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise exactement les mêmes procédés, sauf que ici, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est la vitesse qui va changer. C'est la vitesse que vous calculez en surface qui va varier. Donc, la vitesse qu'on calcule, ce n'est plus le V, mais كما كتشوفوا هنايا كما كتشوفوا هنا c'est ce qu'on appelle un VRM هنا ici. Donc V هنايا, donc le V est remplacé.
Donc je vais choisir une autre. Voilà. Donc V, dans ce cas, V est remplacé par le VRMS. Qu'est-ce que c'est que le VRMS? Tout simplement, c'est une sorte de vitesse moyenne, voilà, de toutes ces couches. Donc, on suppose, c'est comme si on suppose que toute cette couche est une seule couche, tout simplement. Donc, une seule couche, et vous avez une réflexion sur une couche. Sauf que cette couche, puisqu'elle dépend de plusieurs strates, donc la vitesse moyenne que je vais donner à cette couche est égale à VRMS. Donc, VRMS, c'est-à-dire une moyenne des vitesses de chaque couche. VRMS, où je mets RMS? RMS ici, donc je vais vous définir le RMS. RMS, c'est-à-dire root mean square, c'est en anglais. Root mean square, qui veut dire en français racine quadratique moyenne. Donc c'est une moyenne en quelque sorte. Tout à la racine. Pourquoi? Parce qu'elle dépend elle dépend pas que de la vitesse, mais dépend aussi des temps de propagation de l'onde. Donc ça, il faut le mettre dans votre tête. Donc la racine quadratique moyenne ici, elle ne dépend pas que de la ماشي une vitesse qui même ممكن تحسبوها زعما V1 plus V2 plus V3 plus V4 حتى divisé par 4 etc. Donc là la vitesse VRMS ou ce qu'on appelle vitesse quadratique moyenne, donc elle dépendra, comme tu vois la formule a dit, c'est la somme des VI taux I sur la somme des taux I. Où je mets VI? VI, c'est la vitesse pour chaque niveau, donc ensemble, et taux I, c'est le ré. Donc c'est le temps de parcours pour chaque niveau aussi. Donc c'est une vitesse, c'est en quelque sorte une moyenne pondérée entre la vitesse et les temps de parcours sur chaque niveau. Bien sûr, il faut juste la comprendre. On ne vous demande pas de faire des calculs pour l'instant, à votre niveau. Donc la vitesse quadratique moyenne, elle dépendra de la vitesse, comme vous le voyez ici. Donc VI pour chaque niveau 1, 2, 3, 4, plutôt N, N-1, N, etc. Et dépendra Monsieur, aussi. Oui. Taux I, c'est un temps. C'est un temps taux I. Taux I, c'est le temps. C'est le temps de propagation, on vous le dit ici. Taux I est le temps de propagation pour une seule traversée. C'est-à-dire le temps de propagation sur chaque niveau. Pour le niveau 1 est égal à taux 1, pour le niveau 2, à vitesse V2 est égal à taux 2, etc. Donc c'est en quelque sorte une somme des temps de propagation pour chaque niveau. Donc ici, vous voyez que شوفوا مليح la moyenne هذه شوفوا مليح le VRMS il est égal à quoi? Il est égal à la somme كما قلت لكم قبيل على au carré. Donc il est égal à la somme des VI au carré taux I sur les taux I, sur la somme des taux I, يعني لو كان تحكموا هذه la formule tout en racine bien sûr, tout en racine لو كان تحكموا هذا c'est bon. تعاودوا تشوفوا sur les unités, vous allez tomber sur des vitesses. Donc cette formule du VRMS elle a comme unité de la vitesse. مسيو Oui. كان طفلة قالت لك ما فهمتش وماش قادرة تشعل الميكرو تاعها ولا ما باليش. ما فهمتش. اه. il faut تقول لي واش ما فهمتش باسكو هاي تهضر في الشات. معليش si elle veut وسمو تبعت في الشات وخلاص تبعت في الشات تبعت لي ميساج واش ما فهمتش. Comme ça je vais essayer de répondre من بعد. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez VRMS est égal à la somme des VI au carré taux I sur la somme des taux I. Faites attention, ما عندكمش la somme des VI. Oui. Monsieur, vous pouvez donner un exemple? كيفاش un exemple? كيفاش نحسبوا ال VRMS هذا؟ كيفاش نحسبوا ال VRMS؟ هاو un exemple. C'est un exemple. يعني تحكموا Ici, ça il faut le savoir. C'est pas un exemple pratique, c'est un exemple en théorie, comment on les calcule. En pratique, on va voir.
On va voir comment on fait pour faire ce genre de calcul. Mais si c'est en théorie. Ce n'est pas un cas pratique, c'est en théorie comment on calcule le VRMS. Après, je peux vous montrer quelques exemples comment on calcule le VRMS. En tous les cas, parce qu'en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On fait Naya, je connais la balcon. C'est pas le but, mais معليش, c'est pas le but, mais c'est pas un problème. Donc, عندكم une source هنا qui مشينا قبل, et puis vous allez placer pour calculer le VRMS plusieurs géophones ici. Un géophone هنا, 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 etc. Donc en pratique, on fait ça. Donc le premier géophone peut-être, en quelque sorte, il y a tel comme le V1, et le taux 1. Donc d'une manière grossière, taux 1. Le deuxième géophone, il بعيد شوية, donc il va vous donner, pardon, voilà, donc il va vous donner, voilà, je fais ça, d'une manière grossière. Donc le deuxième géophone va vous donner le V2 un petit peu plus loin, taux 2, etc. Donc à chaque fois qu'on s'éloigne, on arrive à atteindre les couches plus profondes. Donc ça c'est bien sûr, c'est en pratique, c'est à peu près la méthode qu'on utilise, mais avec des améliorations, parce que vous avez aussi l'effet de V1, etc. Mais en gros, la technique de calcul des vitesses V1, V2, V3 pour chaque couche. Maintenant, en pratique, en théorie, on va le faire ensemble. C'est en théorie, cette diaporama, c'est juste pour vous montrer comment calculer le VRMS en théorie. On va l'explorer ensemble. Donc on va développer ce genre de calcul. Mais je حبيت نقول لكم, c'est qu'en théorie, il faut comprendre les formules. حاجة لازم تفهموها هنا, c'est surtout les formules. علاش le VRMS il est en fonction du V carré. هنايا, par exemple, V carré. عندكم le temps de propagation, oui, mais عندكم aussi un V carré. Donc c'est V carré fois taux I. À votre avis, est-ce que quelqu'un a une réponse? Donc vous voyez que le VRMS est en fonction des vitesses. وش معناتها هذه? Vitesse au carré, pardon. Comment vous allez interpréter ce genre de formule? La moyenne V moyenne, une moyenne par exemple, une moyenne V. Il y a un retour de son légende, moyenne généralement, on la calcule V1 plus V2 plus V3, etc. Voilà, plus, etc. sur N. Voilà. K1 par exemple, plus V1 sur le nombre n. Voilà. Sur n. Donc c'est la somme des V, c'est la somme des VI de 1 jusqu'à n sur la somme des n. Sur la somme des n. Voilà. Sur la somme des NI. De 1 jusqu'à n. Alors la valeur moyenne, généralement la vitesse moyenne, elle est calculée par rapport à un V. En sismique, la vitesse quadratique moyenne, elle est calculée par rapport à un V carré, à votre avis, par rapport à un V carré. Monsieur, c'est pas genre des statistiques. Ah bah, très bien, c'est un peu ça. Parce que c'est quadratique, monsieur. C'est quadratique, c'est des genres de statistiques, comme a dit votre camarade, donc c'est à peu près des processus statistiques ou probabilistes qui font que, ici, je vais répondre, معليش, سمحوا لي كاين un retour, ما عرفتش إلا عند موسوني ولا عند. Donc, ça va. Donc maintenant, il n'y a pas de retour. Donc, tout simplement, ça veut dire que ici, je donne plus de poids à la vitesse. V au carré, donc la vitesse quadratique moyenne, elle est plus sensible à V qu'à taux. Ça, il faut le noter. Hein. Donc, la vitesse quadratique moyenne, elle est plus sensible aux vitesses qu'au taux. Parce qu'on a calculé la vitesse quadratique moyenne par rapport. C'est un rapport entre une vitesse, voilà, et couplé à un temps de propagation. Mais pour la vitesse quadratique moyenne, on donne plus d'importance à la vitesse qu'au temps de propagation. يعني dans la propagation, même نديروا فيهم des erreurs, même le fait d'avoir des
des vitesses, une évaluation des vitesses vraies pour chaque couche qui est réaliste donne des VRMS aussi réalistes. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est le but. C'est le pourquoi pourquoi le VRMS est associé à une vitesse au carré. Voilà. Donc la vitesse. Et pourquoi on utilise plutôt la vitesse quadratique moyenne comme une moyenne pour des couches tabulaires, voilà, avec des vitesses différentes, pour des couches comme ça, et non pas une moyenne directement des vitesses. Donc la vitesse quadratique moyenne, elle va être égale à la somme des VI au carré, tau I, sur la somme des tau I. Le calcul, c'est exactement la même chose qui m'a pour une couche. Donc je vais supposer qu'il m'a VRMS. Donc si je suppose que la couche GA est une seule couche, donc stratifiée, voilà, avec un VRMS, voilà, avec un VRMS unique. Donc ici aussi, je peux supposer que le ré est rohagda, puisque la vitesse, elle est surtout affectée par les vitesses vraies des couches. Donc je peux supposer que le ré part comme ça. Donc je peux supposer que le ré fait ça, qui m'a voilà, il fait ça. Donc je peux, pardon, j'ai fait un petit peu de, une certaine gamme. C'est comme la fonction de x au carré, non? Voilà. Si on suppose que toutes ces couches en vitesse peuvent être définies comme un VRMS, c'est-à-dire que je peux avoir comme principe d'équivalence un A. Donc, je peux avoir une équivalence. Si je suppose que donc si je suppose que le multicouche هذا, les multicouches هذا اللي كتشوفوه, si je suppose que les multicouches de vitesse V1, V2, V3, etc. حتى ال V1 كما شفنا حتى ال V1 V3 voilà حتى ال V1 est équivalent à une seule couche de vitesse. Cette fois-ci, V est égal au VRMS, c'est-à-dire la vitesse quadratique moyenne. Donc, si je suppose cela, donc je peux appliquer les formules. Donc, ici, nous appliquons les formules exactement les mêmes fonctions. Bien sûr, la fonction la plus simple possible. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, on fait la fonction. Donc, T1, donc le temps total de propagation, ce qu'on appelle T1, durée réfléchie sur le nème réflecteur, HADA. Donc, le temps de propagation, c'est le ré HADA. Donc, donc, je vais supposer que le ré fait ça. Hop. Donc, voilà. Et il fait ça. En retour, il fait ça. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà, si je pour voir. Donc, j'ai le ré incident et le ré réfléchi. Donc, ce ré T1, voilà, où le temps de propagation T1 du ré réfléchi sur le nème réflecteur, le nème réflecteur, le dernier réflecteur, voilà, sur le dernier, va être égal à cette formule. Donc, c'est la même formule, sauf que ici le V, ici, est égal au VRMS. Donc, sauf que V est équivalent au VRMS. Donc la même chose finalement, donc on peut extraire d'une manière générale le NMO, le delta T. Donc à partir de là, je peux résumer le delta T qui va être égal aussi à la même chose. Donc c'est la même formule qu'on a vu précédemment. Sauf que le V est remplacé, voilà, par le VRMS. Donc vous voyez que même les cas les plus compliqués peuvent être équivalents à des cas très très simples. Sauf que là, c'est le choix de la vitesse qui va faire le tout, et non pas le choix le temps de propagation. Donc c'est plus la vitesse qui va influencer les calculs TACON. Donc si vous faites
un choix de vitesse VRMS qui est le plus proche de la réalité, vous aurez des calculs qui seront bons en théorie, mais si vous vous calez le VRMS, vous aurez quelque chose ou du n'importe quoi, vous aurez quelque chose qui est le plus loin, qui sera le plus loin possible de la réalité. Donc là, c'est pour des couches stratifiées et horizontales. Là aussi, c'est le même développement. Donc, à partir de là aussi, on peut calculer les vitesses de chaque couche. Donc, en théorie, donc à partir du VRMS, donc si je connais, on vous dit ici à partir des données précédentes, on pourra alors déterminer les vitesses V1 pour chaque niveau. Si on connaît VRMS-1 et VRMS. Donc, on peut faire le calcul c'est-à-dire on peut faire le calcul en théorie pour cette couche, donc VRMS-1, donc نلحقوا حتى لهنا donc نديروا هكذا نلحقوا حتى لهنايا voilà hop pour calculer le VRMS-1 et puis on fait le même, donc on suppose Hadega comme une seule couche et puis on généralise sur toutes les strates. Voilà, يعني نروح حتى لين la couche اللي قبلها بوحدها قبل la dernière بوحدها. Et puis on généralise, après on généralise sur toutes les strates. Hop. Donc là pour calculer VRMS-1 et puis pour calculer VRMS je vais prendre le tout. La même chose, donc je suppose que on est sur un seul milieu et je calcule le VRMS. Et en connaissant VRMS-1, VRMS et le temps de propagation T-1, donc on n'est pas obligé de calculer, d'avoir le temps T1, donc T1-1, je peux, à partir de là, avoir la vitesse pour chaque niveau, avoir la vitesse vraie pour chaque niveau. Voilà. Donc ça, c'est en théorie, avoir la vitesse vraie pour chaque niveau. Donc T1, on le connaît, parce qu'on a là-bas comme T1, on le connaît, si on place... Monsieur, Oui. là, on considère que les profondeurs sont identiques. Qu'est-ce monsieur? Là, pas forcément. Là, on ne cherche pas à savoir la valeur de la profondeur. Là. Pas forcément, parce que même si vous n'avez pas des profondeurs qui sont équivalentes, qui ont les mêmes, mais Hadaga va être équivalent à une couche avec une épaisseur H malcha. Donc, ce qui importe le plus, c'est l'épaisseur finale. Voilà. C'est la couche équivalente en quelque sorte. Donc on ne cherche pas à avoir, à partir de cette technique, on ne cherche pas à avoir les épaisseurs des couches. On ne cherche pas à avoir des épaisseurs des couches parce que c'est très très difficile de les avoir. Le but, la chose la plus importante ici, c'est de mettre en fait qu'un milieu homogène et avec une vitesse VRMS, un milieu avec une même vitesse VRMS, une vitesse moyenne VRMS qui est égale à VRMS, peut être équivalent à plusieurs couches. Donc ces formules vous donnent un petit peu le passage vice-versa. Le passage d'un multicouche vers un milieu à une seule couche et le passage d'un milieu à une seule couche à un multicouche. Donc, c'est comment interpréter les choses. Donc, si vous avez par exemple un milieu en multicouche comme ça, stratifié horizontal, même si les épaisseurs des couches ne sont pas les mêmes, ce milieu un petit peu compliqué peut être équivalent à un milieu plus simple, c'est-à-dire une seule couche, sauf que là, c'est le VRMS qui va changer, sauf que le V va être égal au VRMS. Voilà. Donc là, vous n'allez pas calculer une vitesse, mais ce qu'on appelle une vitesse quadratique moyenne qui dépend des vitesses de chaque couche. Donc vous voyez la formule là, ما كاينش l'épaisseur هنا في la formule là, كنشوف هنا. Donc VRMS ne dépend pas de l'épaisseur des couches. Il dépend de la vitesse VI, voilà, et des temps de propagation aussi. Bien sûr, le temps de propagation pour chaque raie dépend un petit peu des couches, dépend un petit peu de l'épaisseur des couches, mais puisqu'on met en fait que VI est au carré, donc ce qui influence le plus le VRMS, ce n'est pas l'épaisseur des couches, mais c'est la vitesse des couches. Voilà. Mais c'est plus la vitesse des couches ou le contraste de vitesse entre différentes couches. Donc c'est la chose c'est le paramètre qui influence le plus le calcul de la vitesse quadratique moyenne. En quelque sorte, le au carré veut dire qu'on a donné plus de poids à la formule à dire aux vitesses de chaque couche qu'à
qu'au temps de parcours ou là qu'à l'épaisseur, etc. Puisque le temps de parcours peut dépendre aussi de l'épaisseur des couches. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur, C'est bon, monsieur. C'est bon. Très bien. monsieur, Oui, s'il vous plaît, مانيش تعاودتوا لي une لا الجابوا لي قبلو. الديابو اللي قبله هذا. Oui. monsieur علاش خرجنا 4 تي ان تحتها 4 اش او كاري؟ اي 14 او كاري كان تروح تشوف في لا فورمول تاعنا تاع هاي لك. والله لا فورمول تاعنا. هذه ماشي هذه لا ماشي هذه هاي لك. هاي لا فورمول هاي لك. هاي لا فورمول. C'est 2 fois V1 plus H au carré, tout au carré. Donc, داكور. et puis عندك X au carré sur 4 qui تخرجوا تولي 4. Donc c'est لو كان تعاود تولي لا فورمول تسيبها لا ميم. لا ميم. Donc تعاود تولي تسيبها لا ميم. Donc X carré plus Ok. H au carré, très bien. Donc déjà le delta T1 راك تشوف c'est le même. Déjà fait le delta T1 تفيق. Donc c'est 2 fois T0 parce qu'on a démarré sur les mêmes formules. 2 fois T0 delta T. Donc seulement avec le VRMS يتبدل هنا. Tu shifts delta T est égal à X carré sur 2 fois V au carré T0 pour une seule couche. Mais pour une couche stratifiée, vous avez exactement la même formule, sauf que V va être égal au VRM. C'est VRMS, كيف hein. C'est VRMS برك. N هذاك c'est le N pour dire que عندك حتى تروح حتى لا énième couche. Mais c'est le VRMS, voilà. VRMS. C'est la vitesse quadratique moyenne de 1 jusqu'au énième couche. Donc vous voyez que la formule est exactement la même, voilà. La formule هنا ou là هنا, c'est exactement pareil, voilà. Sauf qu'on change que la vitesse maintenant est donnée par rapport aux vitesses de niveau aussi. Bon, parce qu'on est là-bas comme les jeunes, je ne vais pas vous demander, là, on ne va pas vous demander de développer, juste comprendre ce principe d'équivalence. On ne vous demande pas de faire on va pas faire des exercices ou la hadia. Donc c'est juste pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une vitesse RMS et elle sert à quoi. Maintenant, le temps, on a comme un petit exemple d'enregistrement vrai, on enregistre les géophones. Vous voyez que l'enregistrement dans le géophone n'est pas le même que celui d'un séisme qui met là, parce que l'énergie dégagée par l'émetteur n'est pas la même. Donc pour un vibroséisme, vous n'aurez pas les mêmes gammes d'énergie. Donc pour les séismes, on parle de sources qui dégagent une énergie qui peut être équivalente à plusieurs centaines, plusieurs dizaines jusqu'à plusieurs centaines de bombes atomiques. Ici c'est des sources de vibrations, donc qui n'ont pas les mêmes bottes de vibration, donc ils ne dégagent pas la même énergie, même si physiquement la propagation d'ondes se fait de manière pareille. Donc c'est pour ça que vous voyez que les signaux, là vous avez les signaux repérés pour chaque géophone. Hein. Donc Hada, c'est le géophone par exemple 1, il est nommé là. Donc on le nomme, donc on le nomme, mais on le positionne. À partir des stations GPS, on connaît la position du géophone. Le cas place les géophones Hado, par exemple, je vais faire un petit schéma. Donc vous avez une source d'émission là. Voilà, vous avez un émetteur, soit qui m'a un vibroséisme ou de la dynamite. Et puis vous aurez, voilà, des géophones. Donc le premier géophone Haulik, par exemple, le deuxième géophone que je mets ici, un petit peu plus loin, le troisième, le quatrième, etc. Voilà. Je vais mettre des points là pour montrer que, etc. Donc je continue ma gamme de géo. Donc le premier géophone, c'est GRC3, qui est le plus près de la source. Donc pardon. Donc GRC3, Zama, voilà. Le deuxième, c'est GRC2. Le deuxième ADA, c'est GRC2. GRC2. Et puis, voilà. Puis GRC1. C1, etc. Donc, comme les positions du géophone, et à partir de chaque géophone, je vais avoir un signal. Un signal. Donc, c'est le signal brut. C'est le signal brut. Enregistré lorsque j'émets une explosion, là, je mets des vibrations. Donc, ça, c'est un enregistrement vrai.
Donc ça, c'est l'amplitude du signal par rapport au temps. Par rapport au temps. Time, l'échelle. Donc c'est l'amplitude. Donc c'est une échelle d'amplitude. Donc c'est une échelle d'amplitude. Hop, pardon. Voilà. Donc c'est une échelle d'amplitude par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc ça fait ça. Voilà, voilà, etc. Donc bien sûr à partir de là qui donc les temps d'arrivée de la première onde qui m'a pour la première station elle est là. Si je pique, la première arrivée, la première arrivée, elle est là. Voilà, elle est là. Elle est là. Donc et puis hop, j'essaie. Pour la deuxième, elle est là. Donc le temps d'arrivée à la deuxième, donc il est là. Donc je pouvais calculer à partir de là. Par exemple ici, là c'est jusqu'à 10 secondes, donc c'est comme 2, 4, 6, 8, 10, donc 2, 4, donc à peu près t est égal à 6 secondes à peu près. Et puis là, comme 6, peut-être 6.1, etc. Donc le dernier par exemple, le dernier si je pointe ici, le temps d'arrivée au dernier géophone, le temps d'arrivée de l'onde P, de la première onde bien sûr, et ici. Donc si je la superpose ici, donc le temps d'arrivée, le la T GR la station AD, GR1, à peu près est égal à 8 secondes. Donc le temps d'arrivée est à peu près égal à 8 secondes. Après, bien sûr, si vous calculez un delta T, vous le calculez par rapport à la première station. Voilà. Si je suppose que cette station, la station AD, qui est la plus proche du géophone, AD GRC2, qui est la plus proche, donc le temps serait le AD. هنايا هذه الجي ار سي 3 تقدر تكون هنا من الجهه الاخرى على بالها لو طون il est un petit peu décalé ou là dû à des hétérogénéités, c'est ce qu'on va voir en bas. Mais si je suppose que le premier temps هاوليك هنا تاع جي ار سي 2 هو le temps t0 اللي قريبه اسمه قريبه للجيوفون, donc je vais avoir ça. Donc delta t va être égal au t gr A1 par exemple. Donc on a la station. Donc si je calcule delta t entre la station GR1 et GRC2, donc je vais avoir t GRC2 qui va être égal à 8 secondes. 8 secondes moins هنايا شحال عندي 2 à peu près est égal à 3 secondes, à peu près 3 secondes. 3 secondes qui va être égal à 5 secondes. Voilà, c'est un exemple de calcul de delta t. Autre chose, c'est que là, qu'est-ce qu'on fait? Au fait, on essaie de sommer, on somme les signaux. En pratique, c'est qu'on somme les signaux, on fait des sommations qu'on appelle normal somme, une sommation normale. Lorsqu'on fait une sommation normale, la somme donne ça. La somme de tous ces signaux va donner un signal Hagda. Qui connaît comme un signal nul à peu près, donc la corrélation meleha. Il n'y a pas beaucoup d'anomalies. Voilà. Mais si vous avez sur la somme, vous avez quelque chose vous avez un signal, donc vous aurez à calculer cette anomalie. Donc la sommation des signaux, donc les signaux sont bien corrélés. Les coefficients, les calculs en physique, si on somme des coefficients par exemple, si on trouve des coefficients nuls, donc là on sait que la méthode de calcul, donc les signaux sont bien corrélés. Parce que je compte comme des positifs négatifs. Donc des amplitudes positives négatives, surtout lorsque les gaps de géophone sont placés à gauche et à droite du point d'émission, on est dans les deux sens, donc vous aurez forcément des sommations qui sont nulles si vous avez de beaux signaux. Mais si vous avez des sommations qui donnent des amplitudes Hagda, qui m'a les signaux, donc
Donc vous avez ce qu'on appelle des signaux qui sont décorrélés. Donc vous n'avez pas une corrélation parfaite, donc il faudra chercher à savoir pourquoi vous avez une anomalie. Quelle est la chose qui fait que la somme n'est pas nulle. Voilà. Donc là, la somme à peu près elle est nulle. À peu près elle est nulle. On a somme, somme. Mais c'est de somme. C'est la sommation, somme. Donc à peu près elle est nulle. Donc ici, c'est ce qu'on fait au début pour juste vérifier les signaux, la qualité des signaux, juste vérifier la qualité de la donnée. Donc la sommation donc elle est nulle, il n'y a pas de problème. Et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle delay and somme. On fait le délai. On calcule le délai. On calcule le delta t. On calcule le delta t. Quelle est l'utilité de delta t? Et puis, donc en sommation, on fait une sommation d'abord. Voilà. Plus calcul du delta t, tout simplement. On calcule le delta t. Calcule le delta t. Pour chaque station, on calcule le delta t à partir de. Bien sûr, le delta t il est calculé entre la station et l'offset. Et l'offset تاعنا. Lorsqu'on calcule le delta t, واش عندنا؟ شفنا la dernière fois, هذا السينيو كان عندكم هكذا. Donc j'ai ça, تبعوني مليحة. Donc j'ai ça, si je suppose que là c'est le T0. Donc c'est l'axe T0. L'axe T0. Donc T0 axe. نكمل بالانجلي باش نقدر كي تصيبوها في les livres ولا ما تلفلكمش. Et puis j'ai, vous voyez ici, donc j'ai voilà. Hop, معليش خلوها هكذا. Donc là c'est le delta t l'axe des delta t. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On soustrait هذيك نحسبوا le delta t pour chaque. راك تشوفوا لا ستاسيون اللي بعيده بزاف يكون عندها الدلتا تي كبير. à chaque fois كنقرب من l'origine delta t يصغر. Donc qu'est-ce qu'on fait كي حكمنا هاد لا كاب تاع اسمو on les a alignés ici. حكمنا هاد les amplitudes تاع les stations اللي كنحولهم on soustrait. Donc chaque signaux نحولو on le delta t, on lui enlève le décalage delta t. Donc c'est en quelque sorte on est en train de rendre toutes les stations au même niveau. Donc je fais ça. Hop. Et puis je vais avoir un signal aligné d'une manière parfaite. Donc si je enlève le delta t pour chaque signal, donc c'est comme si que je prends l'impetus du signal et je le rends à une position d'origine. En lui enlevant en lui soustrayant le delta t qu'on a calculé, c'est-à-dire le NMO, le normal mouvant, le delta t, voilà. Donc après, je vais avoir quelque chose comme ça. Cela veut dire quoi? Tout simplement, après, lorsque je sonne, je vais avoir un signal qui représentera toutes les géophones. Ici, qu'est-ce que ça veut dire un signal aligné comme ça, à votre avis? Un signal aligné comme ça, c'est comme si j'ai tous les géophones à la même distance, en quelque sorte. Donc l'effet de la distance, parce que le delta t, il est en fonction de la distance. Donc delta t, il est en fonction de la distance x. Il est en fonction de la distance. Monsieur تسمى les géophones qui sont autour de l'offset, d'accord? Très bien. C'est comme si ماشي قدام l'offset, mais c'est comme si que les géophones دايرين به كاع بلا même distance. voilà قريب تقدري تقولي l'offset معليش parce que قريب la même distance. C'est-à-dire que c'est comme si qu'on avait un signal sur un même s'il vous plaît عباك كاين des voix كاين des trucs, donc c'est comme si que j'ai mis toutes les géophones qui m'à côté au même niveau. كي حكمت هاد les géophones هادو ديتهم كاع لهنا. Voilà. Donc c'est comme si que j'ai mis les mêmes géophones au même niveau. Tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est juste pour vous dire que
pour une couche stratifiée horizontale, donc je peux associer toutes ces géophones à un seul signal. Un seul signal. Et à partir de ce signal, je peux calculer l'épaisseur H, je peux avoir l'épaisseur H et la vitesse de chaque couche stratifiée horizontale. Voilà. Donc pour chaque couche, je peux faire ce genre de traitement et avoir l'épaisseur et la vitesse de chaque couche. Maintenant, imaginez que vous faites, parce que la sommation, c'est des tests techniques. Hein. Imaginez que vous faites une sommation et vous allez trouver ça. Au lieu de trouver des choses parfaitement alignées, vous allez trouver des stations où vous avez, par exemple, à la station, où vous avez quelque chose comme ça. Voilà, et puis, hop, vous avez quelques stations où vous avez, hop, je vais reprendre le signal d'archive, je suis là, donc je vais choisir une autre épaisseur de craie. Donc vous avez, vous aurez ça, par exemple, pour cette station, vous allez avoir ça. Donc tous les autres alignés, et vous avez un géophone où vous n'avez pas d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Vous avez les choses parfaitement alignées, et vous avez un géophone là, où vous avez des problèmes. Ça veut dire quoi à votre avis? Hein? Donc c'est un point d'interrogation à votre avis. كاين un gisement, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Une anomalie, très bien. Donc vous avez une anomalie. Donc soit l'anomalie elle est due à l'opérateur qui a mal pointé les temps d'arrivée, soit les temps d'arrivée sont sont pointés d'une manière fausse, mais parce que les signaux في الجيوفون le signal اللي لحق عيان شويه donc le signal qui est arrivé au géophone était très bruité et l'opérateur n'a pas pu pointer le temps d'arrivée au géophone. Soit c'est ça, soit comme a dit votre camarade, et des fois ça se passe. Soit vous avez une anomalie due à la présence d'un gisement. Voilà. Un gisement où il y a une discontinuité, une faille dans le domaine structural, etc. Donc vous voyez l'utilité de faire ce genre de sommation. Donc ça vous permet aussi en plus d'avoir les vitesses et l'épaisseur de chaque couche stratifiée, d'avoir aussi des anomalies et de les interpréter aussi. Et de savoir où est la position de votre structure qui a provoqué ce genre d'anomalie, bien sûr. Bien sûr, ça peut aussi être associé à simplement une mauvaise manipulation. Mais si vous voyez par exemple des choses redondantes AGDA, par exemple sur un signal AGDA, vous allez trouver la même chose sur un autre géophone. Donc là, vous pouvez certifier que, avec des contrôles de qualité, dire qu'il y a la contrôle de sommation et d'autres contrôles, dire que non, apparemment les pointés sont bons, mais donc ce décalage est forcément dû comme a dit votre camarade, à la présence d'anomalies qui peuvent être associées à des gisements dans le cas du domaine de la prospection pétrolière. Monsieur. Oui. شي معليش تعاود لي كي نحسبوا حنا دلتا تي ومن بعد نديروا لي سينيو نحكموهم كاع في اون سول ليني شغل الانتيغي تاعهم علاش ماشي هو الانتيغي تاعهم علاش كيما قلت دوك الانتيغي تاعهم يكون عندكم دلتا تي اليني هكذا واش قلنا حنا دلتا تي ديبون دو لا ديستانس entre delta t dépend de delta t معليش نكتبو هنا delta t il dépend de quoi dépend de la distance source géophone. D'accord معايا هنا d'accord معايا Oui monsieur. Donc quand tu as les exemples précédents vous allez le voir. Donc il dépend de la source géophone. Mais delta t dépend de la distance source géophone pour un milieu homogène. D'accord معايا هنا homogène et isotrope. Et isotrope. Plus le H, l'épaisseur du milieu, et plus une épaisseur qui est constante. Voilà. Donc, c'est les conditions pour avoir le fait que delta t dépendra que de la position des géophones. Donc, si delta t dépend seulement de la position des géophones, donc lorsque je soustrais delta t pour chaque géophone, je vais aligner ces sismogrammes, je vais aligner ces signaux. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, lorsque vous voyez ces signaux, vous comprenez que
que le delta t dépend uniquement de la position des géophones. Parce qu'à chaque fois qu'on s'éloigne du géophone, le delta t augmente. Mais imaginez qu'ici, que vous avez une anomalie. Vous allez avoir non pas. Parce que si je soustrais le delta t, donc classe, le delta t n'est donc je vais avoir la position des signaux sur un même niveau. Voilà. Sur un même niveau. Donc j'ai enlevé le normal, ce qu'on appelle le normal mouvant. Donc quand j'enlève le delta t, c'est comme si que ces signaux à كتشوفوا هنا, les signaux هنايا, je vais les décaler d'un delta t. Voilà. Propre à chaque position de géophone. Donc vous voyez que pour les signaux les plus lointains, le delta t il est large et là le delta t diminue à chaque fois que je m'approche de ma source. À chaque fois que je m'approche de ma source. Voilà. Mais imaginez, donc ça c'est pour ce cas. Donc on voit que lorsque je décale de delta t, les signaux sont alignés d'une manière remarquable. Donc là, ce cas ressemble beaucoup au cas théorique, là où le delta t dépend uniquement de la distance sur géophone. Donc je peux dire que le milieu, puisqu'en théorie, j'ai supposé, pour faire le calcul de delta t, j'ai supposé que le milieu est homogène isotrope. Donc là, vous pouvez dire que là, on est sur un seul milieu. Donc sur des milieux à peu près homogènes isotropes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas d'anomalie. Et aussi, il n'y a pas de pondage. Le réflecteur, il est horizontal. Mais un pondage, il est horizontal, comme ça. Pardon. Il est horizontal comme ça. Il est horizontal. Donc un réflecteur horizontal. Mais imaginez que lorsque vous choisissez un delta t, parce que le delta t il est choisi d'une manière à calculer, d'une manière à ce que le delta t est en fonction de la distance. Imaginez que lorsque vous calculez un delta t pour chaque géophone, vous allez trouver un résidu. Au lieu de trouver ça, vous allez trouver par exemple sur cette station, sur une des stations, par exemple, sur cette station, vous allez trouver ça. Voilà. Vous allez trouver ça. Donc les stations de gare alignées, toutes ces stations alignées, sauf celle-ci où vous aurez toujours en quelque sorte un autre delta D. En quelque sorte un décalage delta T2. Un décalage delta T2 qui est non nul. Qui est non nul. Donc pour ce cas-là, delta T2 qui est non nul va dépendre soit d'un mauvais pointé. Vous avez les temps d'arrêt qui ont été pointés au départ étaient faux. On a vu la formule du delta T, la formule de delta T, la formule de delta T. Voilà. Elle est égale à x 2 fois v au carré sur T0. Donc T0 ou le Tx, donc ici, delta T Tx moins T0, donc T0, généralement, l'offset, il est un petit peu... Même si, des fois, si on se trompe sur l'offset, on se trompe aussi sur delta T. Mais généralement, la mauvaise opération se fait sur le temps d'arrivée à la station X, c'est-à-dire à la station particulière qui mène à cette station. Donc, soit, nous donc, par exemple, pour ne pas, par exemple, à la station, si j'ai ça, donc je vais avoir des choses qui ne sont pas alignées par rapport aux autres stations. Donc là, ce décalage-là, que je vais appeler delta T, ou un résidu, vous pouvez appeler ça un résidu, un delta T2. Donc ce delta T2 il est différent, voilà, il est différent de, voilà, différent, regardez, je me fais comme ça, différent de 0. Donc différent de 0, donc soit le décalage est dû à une
mauvaise opération, c'est-à-dire un mauvais pointé de l'onde P, la première arrivée, soit il est dû à la présence d'anomalies, de vitesse V, de vitesse différente, voilà, que celle que vous avez choisie au départ, parce qu'au départ, vous avez supposé que la vitesse est homogène, isotrope pour calculer le delta t, pour utiliser la formule Schneemann-Robel, mais puisque vous avez un delta t qui est, là, vous aurez un delta t qui est différent, voilà, qui ne s'aligne pas, donc il est différent que celui que vous avez, obtenu en théorie et que vous l'avez appliqué technique. Donc ce delta t2, donc ça peut être dû à la présence d'anomalies de vitesse, voilà, qui peut se traduire dans le domaine pratique, qui peut se traduire par la présence de gisements, voilà, des gisements par la présence d'un gisement, il a une faille, etc. D'un gisement, une discontinuité, maintenant une faille, une continuité mythologique, voilà, puisque vous utilisez le terme mythologique, voilà, etc. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter ce résultat. Voilà. En tous les cas, c'est dû soit à une mauvaise opération, soit à une anomalie. Après c'est à vous d'interpréter l'anomalie correspondante. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. J'espère que... Oui, monsieur, tu as répondu. Très bien, Merci. très bien. Donc, on continue, les jeunes. On continue. Donc, ça, c'est pour des cas de réflecteur horizontal. Donc, si le réflecteur est horizontal, donc pour des réflexions horizontales, qui les cas précédents. Maintenant, pour les réflecteurs inclinés d'un pondage alpha, par exemple un dôme de Selhna ou là, qui est associé à du diapyrisme ou peut-être un anticlinal qui peut être associé à un réservoir d'hydrocarbures. Donc c'est des cas structuraux c'est ce qu'on appelle des pièges structuraux, des pièges d'hydrocarbures dans le domaine structural. Donc pour ce genre de cas, pour le cas de surface inclinée, lorsqu'on a une surface inclinée, les calculs vont être différents. Ce qu'il faut savoir, c'est pour le cas d'un réflecteur incliné, non? Donc là aussi, on a supposé que la vitesse de la première couche est homogène isotrope. Sauf que la vitesse de la deuxième couche, elle n'est pas la même. Donc c'est pour ça que les pointés ne sont pas les mêmes. Donc vous aurez à savoir que V1 est différent de V2. Sauf que ici, je vais appeler V1 comme V. Donc je vais utiliser que la vitesse, vous allez voir, sur cette géométrie, je vais utiliser que la vitesse de la première couche. Pourquoi? Parce que la réflexion se fait à la première couche. La réflexion en vrai se fait à la première couche. Donc sur ce cas un petit peu compliqué, il ne faut pas ce que je veux dire, c'est que pour ces cas, les gens, on ne va pas développer parce que les formules sont assez complexes, on va juste essayer de comprendre comment on arrivera à calculer ce pondage. Calculer ce pondage et calculer aussi la vitesse de cette couche, la couche où l'onde se propage à partir de ce genre de géométrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a la même chose. Si je suppose que j'ai un émetteur ici, voilà, une source d'émission, et si je place deux géophones, un géophone A et un autre géophone à une distance B, et si je suppose, c'est toujours, on est en train de faire du calcul théorique, hein. Et si je suppose que mon réflecteur est incliné, donc si je suppose que mon réflecteur est incliné, alors,
pour, معليش, je vais répondre un petit peu. Alors, pour déterminer mes paramètres, bien mes paramètres, hein, mes paramètres, c'est-à-dire V, H et alpha cette fois-ci. Donc, on a aussi l'angle alpha en plus. On a l'angle alpha. Donc, pour déterminer mes paramètres, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, le H varie, qui m'a que tu fais là. L'épaisseur ou n'est pas la même. Donc, H, quand je parle de H, je parle de cette épaisseur. De cette épaisseur, H. Donc, pour déterminer ces paramètres, je suppose, c'est important, je suppose, ça c'est une donnée importante, je suppose un autre point fictif. Je mets un point fictif à votre avis, un point fictif, E'. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un point fictif? Donc la géométrie, un point fictif, ça veut dire quoi, à votre avis? Un point théorique, monsieur. Théorique, qui n'existe pas en réalité. C'est comme si que j'ai ma source d'explosion, par exemple, qui est une explosion ou qui est une source d'explosion à une profondeur E'. Qui est mes deux sources. Donc une source une source qui est un forage ou une autre source d'explosion et j'ai aussi étudié la propagation de l'onde due à cette source. Bien sûr, cette deuxième source n'existe pas parce que nous, en pratique, on est en train de calculer des pondages à des profondeurs élevées, donc on ne peut pas faire des forages. Par exemple, si on calcule par exemple un pondage à 2 km ou à 3 km de profondeur, donc là on ne peut pas faire des forages et ajouter une autre source qui n'est pas fictive, une source qui est réelle, voilà, mais physique qui est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'on ait une autre source. C'est-à-dire que cette deuxième source est l'image de E par rapport, cette source E' est l'image de E par rapport à ce réflecteur. Donc E' ici est l'image, est une image barque, donc est l'image de E, du point d'émission, voilà, de ma source. Par rapport à quoi? À lire la définition de E', par rapport au réflecteur, par rapport au réflecteur. Où je mets son image, je mets une symétrie entre E et E' par rapport à ce réflecteur, par rapport à celui-là, par rapport au réflecteur, voilà, par rapport à celui-là. Donc cette image fait que si cette distance est égale à H, si la distance entre E, hop, je vais essayer de choisir une autre couleur, comme ça, on n'a pas de problème, voilà. Donc si cette distance... monsieur. Si cette distance est égale à H, donc cette distance sera forcément égale aussi à H. Voilà. Égale à H. Vous voyez? Maintenant, la propagation de l'onde, comment se fait en réalité? En réalité, l'onde se propage comme ça. En réalité, l'onde, elle se propage comme ça. Pour la station A, ça fait ça. Vous avez ça. Voilà. Ça fait ça. Voilà. Et pour la station B, ça fera ça. Donc c'est ça. Donc, je suis en train un petit peu de... Ça fait ça. Voilà. Donc pour la première station, c'est... Voici comment se propage l'onde. Donc l'onde arrive à l'interface, donc elle se réfléchit. On suppose que la réflexion elle est maximale, donc la réflexion est totale. Donc on est sur un point miroir, un très bon réflecteur ici. Et la même chose pour la deuxième. Donc l'onde se propage et se réfléchit, ça arrive en B. Donc lorsqu'on choisit un autre point E qui est fictif, je peux prendre, non pas pour calculer cette distance, hop. Donc pour calculer cette distance, j'ai essayé de... Donc pour calculer cette distance,
où cette distance, la distance à dit, par exemple, si je choisis EA, donc cette distance va être en fonction de cette distance X. Et là, pour calculer ce trajet, je vais aussi le voir, ou la voir à partir de mon point imaginaire. Donc ce trajet va être en fonction de ça. Va être en fonction de ça. Hop, de ce triangle. Donc je vais utiliser ce triangle pour calculer ce trajet. Le triangle. Donc je vais utiliser ce triangle, le triangle là, le triangle, là, pour calculer ce trajet. Pour calculer ce trajet. Trajet réfléchi, et puis après, je peux avoir l'épaisseur de mon point H ici. Mais le plus important, c'est d'utiliser celui-là. Et pour calculer aussi le réflecteur, donc j'ai pas besoin, je ne veux pas le calculer à partir d'une seule source. Donc j'ai besoin aussi d'un autre géophone et aussi d'un autre triangle qui est comme ça, d'une autre géométrie. Voilà, d'un autre triangle qui va être défini par cette manière. Voilà, d'un autre géophone. Donc un autre trajet. Donc je vais aussi calculer ce triangle. Je vais développer ce triangle et à partir de là, à partir de ces deux trigonométries associées aux deux sources, aux deux récepteurs A et B, je vais tirer l'épaisseur de la couche. Bon, l'épaisseur de la couche. Donc là, il n'y a pas de problème. Avec un seul, on peut le faire. Mais surtout, je vais tirer l'angle, le pondage alpha. Donc je vais tirer le pondage alpha. Donc à partir de là, je peux avoir cette distance et donc je peux avoir le pondage alpha du réflecteur. Donc pour cela, donc je vais supposer que EA, cette distance EA est égale à VTA. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc EA est une distance, est égale à V. V puisque l'onde voyage sur cette couche. Donc cette couche est de vitesse V. Et TA est le temps d'arrivée de l'onde en A. Ça, c'est pour E'. On suppose que E', vous corrigez, c'est E'. C'est-à-dire, la distance, E'. Voilà, E'. Voilà. Et le parcours ADA, il est équivaut à celui-là. Donc, ce parcours est équivaut à celui-là. Donc, E'. Est égal à VTA. Donc, plus le point il est imaginaire, donc la vitesse de la deuxième couche n'est pas influencée, donc ce serait va être propre, va être associé à la vitesse de la première couche fois le temps d'arrivée que j'enregistre ici. E', la même chose, donc E', B, hop, donc E', B, maintenant E', B, donc j'ai ça, E', B, la distance E', B. Donc E' B est égal à V, VTB. V, la vitesse est la même chose, la vitesse est la couche où c'est produit vraiment la réflexion, parce que là, il n'y a pas de pôle onde qui se propage, c'est un point fictif là. Donc cette propagation n'est pas nécessaire, elle ne va pas entrer en jeu, mais cette distance est équivaut à celle-ci. En géométrie. Tu vois la distance, elle est équivaut à celle-ci, donc c'est comme si comme si j'ai fait ce trajet, c'est-à-dire ce trajet de l'onde émise et réfléchi. Donc ce trajet est égal à celui-ci, et donc E', donc ce trajet va être égal à VTB. Donc E', B va être égal à VTB, et il suffit de calculer E', B par rapport à ce triangle, par rapport à celui-là. Donc je vais choisir une certaine géométrie, et à partir de là, je vais arriver à restituer le parcours de cette onde de E jusqu'à B, le parcours réel, parcours de E. La même chose qui met sur mal A, donc c'est exactement la même chose. Donc ici c'est E', faites attention, c'est E'. Voilà. Donc cette distance est égale à celle-ci. Voilà. Les distances sont égales. Donc en quelque sorte, je remplace ça par ça.
Et puisque ici, le point il est fictif, donc ce qui m'intéresse, c'est le parcours réel de l'onde. Donc la vitesse reste la même. Donc la vitesse de la deuxième couche n'influe pas sur le parcours du ray, en quelque sorte. Et vous avez aussi E' qui est égal à 2H. Voilà. Qui E' est égal à 2H, puisque E' est l'image de E par rapport au réflecteur, par rapport à ce réflecteur. Donc ici, je suppose que cette distance est H. Donc par symétrie, la deuxième distance va être égale à H aussi. Égale à H aussi. Donc la distance entre E et E' va être égale à H plus H, c'est-à-dire 2H. Donc jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions, les jeunes? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? مسيو علاش او بريمو دوزاش ما سمعتكش لا ديرنيير او بخي E يلا دوز E'. Très bien, E'. Donc E'. Donc هذا واش ما فهمتش غير E'. Comment on a comment E' est pourquoi E' est égal à 2H? C'est votre question normalement là. Si j'ai bien compris hein. Oui monsieur. Très bien. Donc pourquoi E' est égal à 2 fois 2H? Tout simplement parce que si je prends ce réflecteur هذا تبع مليح. Si je prends ce réflecteur, d'accord معايا. Donc tu fais. Bon, je l'ai mis d'une manière un peu donc ça c'est celui-là. Donc ça c'est alpha. C'est alpha. Donc cette distance est égale à quoi? Cette distance est égale à quoi? Donc tu vois, est égale à H. Et si je suppose que E' est l'image de E par rapport à l'interface, par rapport au réflecteur incliné par rapport au réflecteur incliné, donc cette distance va aussi être égale à H. Voilà. Ah ok, c'est l'image. Voilà, c'est l'image, très bien. C'est l'image de E. E' est l'image de E par rapport au réflecteur. Donc E' va être égal à 2H. Ça va maintenant? Normalement, il n'y a pas de problème maintenant. Jusqu'ici, ça va les jeunes? Vous n'avez pas trop de problèmes à suivre? Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, Très monsieur. bien, très bien, très bien. Donc, puisque c'est clair, je vais un petit peu continuer, mais après, on va voir que lors de la prochaine séance, donc on va voir comment après on calcule ce sinus alpha. Je peux vous donner quelques idées. Juste les jeunes, comme là, qu'il y a une erreur, c'est E', B. C'est E', B. Il faut le dans E', B. Dans E', B, qui met le triangle. Donc dans E', B, vous allez voir. Donc il faut les corriger. Il faut corriger. Donc ici, ce n'est pas E', mais c'est E'. Vous le corrigez. Je suis désolé parce que c'est des erreurs qui arrivent. Donc dans E', il vient, etc. Donc c'est E', B et non E'. Et la même chose ici, c'est l'inverse. Donc ici, c'est E', A. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Donc, ماشي حاجة صعيبة. On ne vous demande pas de développer. Juste de savoir que la distance اللي شفناها من قبل VTB carré pour E', B par exemple, pour le deuxième triangle, هذا الكبير هذا. Donc E', B, la distance au carré, est égale à 2H au carré, la distance, maintenant, elle est égale à 2H carré, égale à 2H carré, bon.
Je vais choisir la même couleur pour ne pas vous... hop, 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 voilà. 2h carré. Voilà, 2h carré. Donc, c'est des choses de trigonométrie. Donc, 2h carré plus xb carré. Xb carré, c'est-à-dire cette distance. Xb carré. Hop, je vais choisir une autre couleur. Hein. Comme ça, il n'y aurait pas de problème. Donc, xb carré. Voilà, xb carré. Donc, xb carré. xb carré heilig. Donc, xb. Donc, vous avez 2h. Moins 4h xb cosinus 90 plus alpha. Donc, ce terme, la chose la plus importante à savoir, c'est que ce terme, donc ici, donc ce terme-là, donc c'est l'effet de, donc moins l'effet de pondage. Moins l'effet de pondage, parce que ici, pour dire que cette distance carrée est égale à cette distance plus cette distance, si j'utilise la forme de Pythagore, donc la forme de Pythagore, elle est valable seulement si l'angle hada, il doit être égal à 90 degrés. L'angle hada, il n'est pas égal à 90 degrés. Non. Pourquoi? Parce qu'il est en fonction aussi de l'angle alpha. Donc il est décalé. Donc c'est comme si c'est comme si j'ai quelque chose comme ça, un triangle de 90 degrés, et plus j'enlève l'effet du pondage. Donc l'effet du pondage, donc je prends en considération le fait que là, l'angle ou le rectangle ou le triangle n'est pas rectangle. Donc le triangle n'est pas rectangle en A. Donc pour prendre en considération le fait que l'angle n'est pas rectangle en A, je suis obligé d'ajouter ce terme, voilà, qui est associé à l'effet du pondage. Donc c'est VTB au carré. Donc quand j'ai 90 degrés, vous le faites directement. Donc VTB carré va être égal à XB carré plus 2H carré. Qui me le cas précédent. Le cas, tu as un réflecteur horizontal. Mais là, puisque j'ai une déformation de le triangle TI, donc on n'est pas sur des rectangles, sur des triangles, rectangles, mais un triangle qui a un certain pondage. Donc, j'ajoute aussi l'effet du pondage ici. Donc, l'effet du pondage ici, il est en soustractant, donc c'est en moins. Donc c'est moins 4H XB cos de 90 plus alpha. Donc ça, c'est pour ce triangle. Donc là, cette équation est associée à ce triangle. Donc c'est E, B, E', ou la E, E', B. Et pour E, E', A, qui est donc c'est pour E, E', B. Donc là, c'est pour... Là, on est pour... hop, voilà. Pour E, E', B. Et pour E, E', vous allez avoir pour E, E', vous allez avoir la même chose, sauf que la chose qui change ici, c'est le XA par rapport à XB. Donc là, le triangle, c'est apparemment exactement, il a exactement la même forme à peu près, sauf que la distance entre EA et EB va changer. Donc on le voit ici aussi. Donc et le temps de parcours aussi, qui ne sont pas les mêmes, TA et TB. Donc c'est VTA, je remplace TB par TA, et je remplace XA par XB. Bien sûr, le réflecteur, il est le même, donc l'influence du pondage est le même pour les deux géophones. Et j'ai aussi le cosinus 90 plus alpha. Donc à partir de là, à partir de ces deux équations, si je prends ces deux équations Hadou, c'est un petit peu plus compliqué que les expressions précédentes, puisqu'on a l'effet du pondage qui est en plus, on le voit ici, pour le premier triangle, et pour le géophone A et B, donc on a l'effet de pondage, donc on introduit l'effet du pondage ici, et on vous dit si après transformation et soustraction, on obtiendra cette équation. Donc cette équation, comment on l'obtient? Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez faire VTB, vous allez prendre l'équation AD1,
si je نعاود نحي هذا فوالا هوب ماشي هذا فوالا نحي هذا هنايا نحي هذا هنا دونك سي هوب هاد l'équation par exemple هايديك هاد l'équation que j'appelle équation 1 et vous avez la deuxième équation que je vais appeler équation hop équation 2 donc نعاود نولي donc si donc je fais le moins entre les deux, je soustrais la première équation par rapport à la deuxième, donc c'est moins, donc c'est équation 1 moins équation 2, voilà, donc c'est équation 1 moins équation 2, voilà deuxième équation, oh pardon, donc équation 1 hop, voilà, donc c'est équation 1, voilà, donc c'est équation 1 moins équation 2. حبيت نديرها بدي كولور باش تفهموا برك انا ما كان moins équation معليش je vais annoter d'une autre manière, voilà. Je vais annoter d'une autre manière, comme ça vous n'aurez pas de problème. C'est équation 1 moins équation 2. Et j'ai l'équation 1, c'est celle-ci, l'équation 1, voilà. L'équation 1, et l'équation 2, c'est cette équation, voilà. Donc l'équation 2. Voilà. Donc c'est équation 1 moins équation 2. Mais il faut savoir qu'ici, qu'est-ce que je vais changer aussi? J'ai had l'angle là-dedans. Je vais simplifier le cosinus 90 plus alpha. Donc ici, vous allez avoir, vous allez prendre cosinus. On va prendre cosinus. C'est pas la géométrie, hein, c'est des choses qu'on connaît. Donc 90 degrés plus alpha. ما عنديش alpha هنا. Donc وحدكم تعرفوها. Alpha qui va être égal à moins sinus alpha. Donc cosinus 90 degrés moins plus alpha est égal à moins sinus alpha. Donc à partir de là, si je fais l'équation 2 moins l'équation 1 et si je prends le fait que cosinus 90 degrés plus alpha est égal à moins sinus alpha, je vais avoir cette équation. Je vais avoir cette équation à la fin. Voilà. Donc vous voyez que 2h carré يروحوا, donc moins c'est la même chose, donc يروحوا. يبقى لكم xb moins xa, et xb carré moins xa carré, moins tous les plus, donc c'est moins sinus tous les plus هنا. La même chose ici, donc plus, et puis مع le moins تاع l'équation يولي لك moins هنا, donc c'est plus ici, donc plus 4h, je sors sinus alpha en facteur et j'ai xb moins fois xb moins xa. Donc c'est fois xb moins xa, mais chef sinus. تقدروا تكتبوها 4h xb moins xa, 4h xb moins xa fois sinus alpha. Donc à partir de là, après c'est là où vous avez la équation générale. Donc vous le voyez ici. Donc c'est sinus, là c'est sinus alpha fois xb moins xa. Donc ici vous pouvez l'écrire sous la forme xb moins xa fois sinus alpha. Donc le xb moins xa n'a pas de relation avec le sinus, donc il est là. Donc à partir de là, vous pouvez avoir une idée sur le pendage, voilà, sur le pendage alpha. Donc sinus alpha, le pendage alpha va être égal à cette formule. Donc il dépendra de la vitesse, mais donc si on suppose que le milieu est homogénéisotrope, donc on choisira une vitesse, donc on fixera une vitesse et à partir des temps de propagation, à partir de la différence de temps, si je connais tbta et si je connais la distance xb et xa, je peux avoir une idée sur alpha. Donc alpha, bien sûr, si je fixe aussi l'épaisseur h, donc en déterminant h, je peux avoir le sinus alpha. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que sinus alpha ici dépendra de
de la vitesse. Donc, si le milieu est homogène isotrope, donc il faut faire un choix de vitesse qui est bon. Il dépendra aussi des temps de propagation, de la distance entre sources géophones et aussi sera influencé par l'épaisseur de la couche. L'épaisseur, cette épaisseur H. Voilà. Bien sûr, il dépendra de H parce que le pondage qui mène là, c'est ce pondage et celui-là. Et celui-là, par exemple, si je suppose ça, c'est alpha prime. Donc ces deux pondages n'ont pas les mêmes épaisseurs H. Voilà. Donc vous voyez que ça dépend de l'épaisseur H, ça dépend aussi du temps de parcours, dépend aussi du temps de parcours, et dépend aussi du choix de la vitesse aussi. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà la formule pour calculer le pondage alpha, le pondage du réflecteur. Et la chose qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire que pour les gisements d'hydrocarbures, généralement, lorsqu'on a des pondages élevés, donc généralement, ils sont associés avec des réservoirs élevés. Donc le calcul du pondage sur un réservoir d'hydrocarbures qui est situé sur des dômes de sel, sur un anticlinal en profondeur, et généralement aussi, le calcul du pondage vous donne aussi une idée sur la capacité réservoir à la profondeur donnée. Voilà. Donc maintenant, si on simplifie un petit peu les calculs, si on pose TB moins T est égal à delta T, le delta T, le NMO, donc delta T, la différence de temps entre TB et TA. Et si on suppose, ici, c'est pas le NMO, pardon, c'est la différence entre les deux temps, TB et TA. Et si vous prenez TB moins TA sur 2 comme un temps moyen, donc ça c'est un temps moyen, TB moins TA sur 2, vous pouvez simplifier la formule du pondage. Donc le pondage peut être écrit de cette manière. Donc c'est V carré delta T. Donc vous pouvez le voir en bas chez vous à tête reposée, Tm, 2 fois H, XB moins XA, moins XB XA sur 4H. Maintenant, si on suppose par exemple le cas le plus simple, si vous avez un géophone, si on place un géophone tout près de la source, le géophone A, donc XA va être égal va tendre vers 0 par exemple, et le H, donc à partir d'un géophone très près du récepteur, je peux calculer le H. Donc H est égal à VTE sur 2. VTE sur 2, c'est le temps, c'est-à-dire le temps que je calcule, TE, le temps que je calcule à ce géophone, dans le plus près possible de l'émetteur. Et si je donne une vitesse à cette couche, je peux avoir, comme on l'a vu sur les diapos précédentes, sur les cas les plus simples, on peut avoir l'épaisseur H. Et donc là, si je place ces deux contraintes, sinus alpha va être égal à ça. Donc V delta T, T1. Donc la formule se simplifie ici. Donc c'est TE, c'est le temps que vous allez, le temps de propagation de l'onde, c'est le temps d'arrivée de l'onde pour la station la plus proche de E, fois XB pour la distance. Donc ça va être le pondage va dépendre seulement de XB, moins XB, donc je remplace XA par 0 sur 2 VT0. Donc je remplace 4H par VTE. Donc ici on voit que le sinus alpha, le pondage va dépendre de la distance XB et aussi les calculs et aussi T1, delta T et VTE qui seront fixes. Donc qui peuvent être calculés directement sur les géophones, voilà, par l'analyse des temps d'arrivée. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. En tous les cas, cette diapo, on va la refaire à tête reposée technique. Je vais aussi répondre aux questions techniques, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est juste parce que on a un peu de temps pour finir, c'est pour ça que j'ai voulu continuer ce diaporama. Donc les jeunes, on arrêtera là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions pour cette diapo, il n'y a pas de problème. Donc on va refaire. Vous pouvez le voir chez vous à tête reposée. Préparez vos questions aussi. Et on va revoir cette diaporama après d'une manière plus détaillée. Il y a des gens qui fêtent la fin du cours, donc c'est voilà.
أنا نصفقوا لك مسيو. راني صفقوا على بالي ça fait plaisir يعطيكم الصحة. Je sais pas si je mérite التصفاق mais bon. سي مسيو صحيح. صحيت voilà. Donc on termine pour aujourd'hui les jeunes. نخليكم اليوم تريحوا شوية على بالي عييتوا ديجا. كان عندنا كور بالأربعة وزدتوا بالسبت donc vous allez vous reposer un petit peu. Préparez vos questions pour le mercredi prochain. Et on continue notre séance. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. on fera assez d'exercices concernant tout ça, des applications et Bien tout sûr, pour bien être sûr. préparé Ah, l'examen. Absolument, c'est pour ça que là, mais vous n'aurez pas d'exercice sur ça, il faut le savoir. Hein. C'est juste que il faut d'abord que vous compreniez vous pouvez avoir pas des applications, mais il faut comprendre le phénomène, il faut comprendre les techniques de calcul. Mais pour les exercices, on va voir des exercices types à la fin du cours. C'est pour ça que j'ai ajouté le cours de ce samedi, pour arriver d'une manière à l'aise. Pour qu'on arrive d'une manière très à l'aise aux applications, aux exercices qui me donnent le premier semestre. Donc on va faire un exercice type. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc pour les exercices, j'ai choisi la sismique réfraction qui n'est pas très compliqué, qui est plutôt assez simple par rapport à la sismique réflexion. Et vous allez voir que c'est des choses qui, après, dans la gamme d'exercices, que les choses sont assez simples. Voilà. Donc on va faire un exercice, mais à la fin du cours, les quotas. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais arrêter le partage. Et les jeunes, on termine pour aujourd'hui. Mais je suis besoin parce qu'à la belle faire une séance de 2 heures, c'est pas commode. 4 سوايع في سمانة, donc ça peut vous bourrer le crâne. Donc déjà 1 heure et demie. Ok, y a pas de problème. Merci, monsieur. De rien. صحة مسؤول. يعطيكم الصحة يا جماعة. الأربعاء كالعادة. Le mercredi à 19h. Donc on aura une séance. Et samedi. Et oui, voilà, le mercredi et samedi. Oui. On aura 2 séances par semaine. D'accord. Monsieur, شحال عندنا PDF واحد. PDF pour l'instant. Maintenant, si on complète le module de sismique, on peut après voir un petit peu ce qu'on va faire. Est-ce qu'on aura un autre cours en gravimétrie ou là non, ماشي l'électrique, gravimétrie ou bien les diagraphies. Donc on va voir. Je vais voir quelle est la chose la plus essentielle pour vous. Parce que le problème, c'est que la gravimétrie, vous allez la voir dans le master. Donc les gens qui veulent faire un master, ça serait plus utile pour eux que je fasse un cours de gravimétrie. Mais le programme dit qu'après la sismique, il faut faire de la diagraphie. Donc je vais choisir. Maintenant, il faut que déjà لازم نكملوا قبل la sismique. نكملوها مليح ومن بعد سهل. Il faut d'abord compléter la sismique, comprendre cette technique, et puis ça sert à rien de vous bourrer نديروا بزاف حوايج alors que faire dans la quantité et non la qualité. Donc on va faire de la sismique réflexion, on développera de la sismique réfraction, et puis si on aura le temps, on va voir après est-ce qu'il est mieux de débuter de faire une introduction à la gravimétrie ou à la diagraphie. D'accord. Ok. Merci. صحيتو. يا ربي يعاونكم. merci. وإياكم. ربي يعاونكم. صحيتو.